Long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game is game. The game is game. The game is game. The game is game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on se lance sur le podcast du jour, je voulais vous rappeler que c'est le dernier jour en fait pour les précommandes de notre livre Une saison en enfer. Le livre dont on vous parle depuis quelques semaines, où c'est l'histoire d'une équipe fictive, d'une équipe amateur fictive qu'on a suivie sur une année avec tout un tas de choses, des portraits robots de joueurs que vous avez forcément croisés, des portraits même dans lesquels vous allez forcément vous reconnaître, que ça vous fasse plaisir ou non. Voilà, aujourd'hui, c'est le dernier jour jusqu'à lundi minuit. Vous pouvez précommander et profiter des frais de port gratuits. Toutes les informations nécessaires sont sur basketsession.com. C'est le seul endroit où on peut commander ce livre. Voilà, qu'on sort, comme vous le savez, comme nos MOOC, totalement en indépendance. Donc, ça ne sera pas à la Fnac, ni sur Amazon ou chez les autres distributeurs. C'est uniquement sur basketsession.com. Donc, allez-y, jusqu'à minuit ce soir, vous pouvez en profiter pour commander ce livre. Et maintenant, je vais pouvoir introduire un petit peu nos invités. On a notre premier invité, je crois, de la saison. Shai, tu vas me dire si je me trompe Absolument. ou pas. Voilà, c'est Frédéric Yang qu'on est ravi de recevoir. Son nom doit forcément vous dire quelque chose. Si vous êtes un lecteur de Rivers, de Basket Session, si vous avez Internet, YouTube, que vous n'habitez pas dans une grotte et que vous vous intéressez au basket, vous avez forcément vu son nom quelque part. On en parlait tout à l'heure, ça fait maintenant 10 ans pile qu'on a la chance de collaborer avec Fred. Et au-delà d'être un journaliste, une super plume du journalisme, être un expert en coaching, en préparation mentale et 12 000 autres choses que je ne sais pas encore. Il se trouve que Fred est donc le troisième fan français du Orlando Magic avec Shai Mamou et Georges Eddy. Voilà, ça c'était les stats avant le début de la saison. Maintenant on sait que le wagon se remplit de plus en plus. Fred, on est ravis de te recevoir. Merci d'être avec nous. Comment ça va, Fred ? Ça va très bien et merci vraiment pour l'invitation, ça me fait plaisir. J'écoute votre podcast depuis sa création, j'adore. Et j'ai un peu poussé pour que ça parle du Magic parce que là, c'est 7 victoires consécutives quand même, c'est beau. Bah oui, c'est clair, parce que là, donc le Magic, effectivement, deuxième de la conférence Est à l'heure actuelle, 12 victoires, 5 défaites. Shai, toi, donc, bon... Heureusement que tu as basculé sur le terrain des Grizzlies depuis l'an dernier, parce qu'on a pu. Ça nous laisse des manières de pouvoir te chambrer. Mais voilà, tu es au sein de la rédaction, fan d'Orlando depuis de longues années. Ce bon début de saison dont parle Fred et sur lequel on va revenir, est-ce que tu l'avais vu venir, toi ? Alors, est-ce que je l'avais pas vu venir dans ces proportions-là ? Par contre, si vous réécoutez nos podcasts de début de saison et tout ça, il y avait cette possibilité-là, cette espèce de fenêtre de tir entre la 6e et 10e place qu'on imaginait si tout s'imbriquait bien. Donc, alors forcément, je vais pas dire, bien sûr, je savais que Orlando serait deuxième, ferait un début de saison canon et tout ça. Mais par contre, ils sont vraiment dans le max de ce qu'on pouvait envisager, quoi. Je pense que personne est arrivé en disant ouais, ça va être la grosse surprise à l'Est, même si c'est que le début de saison et que voilà, tu sais Théo, j'évite de fanfaronner et de trop me montrer trop ambitieux trop vite parce qu'on sait que ça va très rapidement en NBA. Mais j'ai comme l'impression qu'avec ce qu'on voit là depuis le début de la saison, il y a quand même énormément de signaux très positifs et encourageants, surtout quand on est un peu fan du Magic et qu'on les suit depuis toutes ces années de galères et de... C'est même pas des galères en fait, c'est des saisons ultra insipides où tu fais comme moi, où tu te trouves une autre équipe à soutenir sur une année pour pas dire que tu es fan exclusif du Magic, tu vois. Donc là, c'était dernièrement les Grizzlies, mais non. Alors oui, surpris, bien sûr, surpris positivement, surtout, et on en parlera avec les blessures qu'il y a eu. Enfin, je veux dire, ça joue sans Wendell Carter Jr. et Markelle Fultz qui sont deux titulaires indiscutables de cette équipe, donc très agréablement surpris. Alors Fred, avant que je te pose la même question, faut que je précise quand même que tu fais plus qu'être fan, tu suis vraiment en détail les résultats et les performances d'Orlando, parce que tu as même lancé un blog qui s'appelle Orlando et Magic, sur lequel on peut suivre tes analyses, la manière dont tu décortiques un petit peu le jeu. Mais ceci dit, pour reprendre la question que j'ai posée à Shai, toi, est-ce que tu avais vu venir un début de saison aussi canon que celui-ci ? Non. Forcément, c'était pas prévisible, mais par contre, il y avait des petits signes. La saison dernière, après leur début de saison à 5-20, donc 5 victoires, 20 défaites, l'équipe est à 29-28.
Donc, il y avait des petits signes avant-coureurs avec le retour de Fultz, avec le retour progressif là, de Isaac en début de saison. Il y a un truc qui se passe dans cette équipe depuis la saison dernière. Et moi, en tant que fan du Magic, la saison dernière, j'avais bien kiffé cette équipe déjà. C'était vraiment jouissif de suivre cette équipe, suivre l'évolution des Franz Wagner, de son frère aussi, qui s'est fait une place dans cet effectif. Et bien sûr, l'éclosion de Paolo Banchero, qui n'est qu'à sa 2e saison. Et là, en fait, ce qui est vraiment plaisant, c'est que tu sens la continuité, mais tu sens surtout qu'il y a un groupe et un environnement qui est sain, en fait, au sein de cette franchise. Et c'est pour ça que je suis à demi surpris, parce que je m'attendais à ce que le Magic gagne plus de matchs, soit plutôt dans un rythme de peut-être une victoire, une défaite. Et là, ça a plutôt un rythme de 2 victoires pour une défaite. Donc, finalement, quand on réfléchit comme ça, on pouvait se dire c'était peut-être un peu prévisible. Ce qui est vraiment surprenant, c'est que le Magic bat les Nuggets, bat Boston, coup sur coup, et bat Milwaukee aussi à domicile. Donc, en fait, ces gros matchs, ils les ont gagnés. Et les gros tests, ils les ont gagnés, alors que je rappelle juste qu'ils ont commencé la saison par un road trip à l'Ouest. C'était assez casse-gueule. Ils reviennent avec 3 victoires, 2 défaites. Derrière, ils jouent un match à domicile à Mexico. Donc, c'était un peu galère ce début de saison, avec pas mal de déplacements. Et finalement, c'est un beau parcours. Et pas complètement prévisible, mais en tout cas, je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui se passent du côté d'Orlando. C'est bien que tu mentionnes la saison dernière, Fred, parce que c'est vrai que moi, l'an dernier, j'avais vraiment kiffé cette équipe. En fait, je l'avais suivi, alors je vais pas dire au jour le jour, mais vraiment assez régulièrement. Je trouvais que le jeu était intéressant, ce qui se passait sur le terrain. Wendell Carter Jr., qui est, je pense, le joueur, c'est même pas sous-coté, c'est que limite personne ne sait qu'il existe. Je trouve que c'est un joueur vraiment très solide. Banchero, j'avais été bluffé honnêtement par sa saison rookie. J'avais forcément suivi un petit peu de loin ce qu'il avait donné à Duke. Je connaissais la hype, mais j'avais été très surpris aussi qu'il soit choisi en premier pick, alors qu'on s'attendait à ce que ce soit Chet Holmgren qui soit retenu. Et moi, j'ai été bluffé par son adaptation, en fait, la manière dont il a passé le cap entre la NCAA et la NBA. J'ai trouvé que c'était incroyable. Cet été encore avec Team USA, je l'ai trouvé excellent. J'ai même trouvé parfois qu'il était peut-être pas assez responsabilisé dans le jeu de Team USA. Ce qui m'a un petit peu fait peur quelque part, c'est le tout début de saison où on le reconnaissait pas beaucoup, je trouve. Il était en manque d'adresse, manque de confiance. Le jeu passait clairement pas, je trouve, pas assez par lui. Ça jouait, il était pas assez impliqué. Et j'ai eu un petit peu peur sur le début de saison. Je me suis demandé, est-ce que c'est pas un petit peu, tu sais, on dit parfois que c'est le sophomore jinx, ou la difficulté dans la 2e saison, on commence à taper vraiment dans le mur. C'est là que j'ai eu un petit doute. Est-ce que vous, je parle vraiment de la première semaine et demie peut-être de compétition d'Orlando, est-ce que ça vous a posé des doutes, ou est-ce que vous vous êtes dit, là c'est simplement la mise en place, derrière on va enchaîner? Franchement, il était moins adroit, mais dans le jeu, j'étais pas du tout inquiet, parce que l'équipe était dans une approche et une thématique très défensive. Lui, c'est pas un mauvais défenseur, il a une marge de progression, mais c'est quand même surtout un très très bon joueur offensif de base sur son poste. J'étais pas inquiet, c'est pareil, on en parlait souvent avec Antoine, et on n'était pas trop d'accord sur le fait. Lui disait qu'il était décevant et que c'était Wagner qui prenait les rênes de l'équipe, ce qui est pas totalement faux. Wagner aussi est devenu un leader encore plus cette saison, mais non, Banchero, il a une maturité dans le jeu qui est excellente, et même quand il ratait des tirs, quand il y avait une petite maladresse, je trouve qu'il a ajouté des cordes à son arc aussi. Il est un peu meilleur dans le playmaking, il est meilleur en défense que la saison dernière. Ça passe par le collectif, évidemment, mais non, j'étais pas inquiet, et là, il monte vraiment en puissance, et en même temps que l'attaque d'Orlando, en fait, parce qu'on en rigolait pas mal au début de la saison en disant, oui, c'est cool, ils défendent, mais ils vont être pas mal, mais ce serait bien de réussir à attaquer correctement et d'être prolifique, parce que au bout d'un moment, tu te manges un mur sur une saison NBA, et ils ont vraiment fait grimper le curseur de ce côté-là. Et Banchero, sur les derniers matchs, il est aussi excellent. Il a pas besoin, c'est pas un joueur qui a besoin de faire des cartons. Tant qu'il a une forme d'efficacité et qu'il force pas, il sera toujours excellent, je pense. De mon côté, en fait, moi, ça me plaisait plutôt bien, en fait, qu'ils prennent pas beaucoup de tirs dans les premiers matchs, parce que à côté de lui, tu avais Markelle Fultz et Franz Wagner. Et pour moi, la saison dernière, en fait, il a eu, c'était un peu une saison comme Wembanyama cette saison, c'est-à-dire que il jouait vraiment comme un franchise player d'une équipe très faible, donc il avait un gros usage, il prenait énormément de tirs, des mauvais tirs. Et moi, ce qui m'a plu dans ce début de saison, c'est qu'il forçait pas son jeu, mais justement, peut-être qu'il manquait un peu trop d'agressivité. En tout cas, dans le passing, moi, j'ai clairement vu qu'il avait progressé. Il lâchait le ballon plus vite, plus intelligent. Mais après, c'est vrai que le match, moi, contre les Clippers, m'a fait peur,
parce que pour le coup, on avait vraiment besoin de son scoring et il était absent. Et il s'est réveillé lors du match suivant contre Utah où il a été très agressif et tout a changé en fait. Et je pense que la blessure de Markelle Fultz, ça fait aussi qu'il a dû se responsabiliser. Et finalement, là, il est en train de trouver un bon équilibre parce que le but, c'est aussi que Franz Wagner, il continue à se développer en tant que porteur de balle. Ce que je reprochais peut-être à Banchero l'année dernière, c'est qu'il lançait un peu trop d'actions. Il n'était pas assez dans le jeu sans ballon, il était beaucoup dans le jeu à lui-même initier le jeu. Et finalement, je pense que ce n'est pas forcément la bonne formule pour le Magic. Et là, cette saison, c'est quand même un peu mieux équilibré. Et quand tu as besoin de lui, il est quand même agressif. Donc, je trouve que sa progression, elle se voit en fait, elle est visible en ce début de saison. D'accord, super. Vous avez tous les deux parlé de défense, on est obligé d'y venir. À l'heure actuelle, Orlando a le 3e meilleur defensive rating de toute la ligue et ils sont aussi 4e au pourcentage de rebonds captés. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que ça, ce sont des facteurs qui sont vraiment que tu peux conserver dans la durée. Une espèce de base sur laquelle tu peux asseoir ton équipe et notamment pour une équipe qui est jeune comme c'est le cas d'Orlando, ça te permet, je pense, de pouvoir avoir des résultats qui peuvent se maintenir. Je dis pas que le Magic va rester 2e de la conférence Est tout au long de l'année, mais je trouve ça vraiment intéressant de ce point de vue-là, ce qu'a mis en place Jamal Mosley avec une équipe aussi jeune. Si vous deviez décrire le style de jeu d'Orlando aujourd'hui à quelqu'un qui connaît pas, qui suit pas forcément la NBA ou qui n'a pas l'occasion de voir les matchs régulièrement, comment est-ce que vous définiriez le style de jeu d'Orlando? Fred, je vais commencer avec toi. Alors, une défense très agressive. Parce que, comme tu l'as dit, c'est l'une des meilleures défenses au defensive rating. Mais ce qui est intéressant, donc tu as parlé du rebond, c'est très, très, très juste. C'est une équipe qui mise énormément justement sur le fait de verrouiller le rebond. Moi, dans mes stats, ils sont 2e derrière les Knicks. Moi, j'ai pris les stats sur cleaning the glass, qui retire le garbage time et les choses comme ça. Donc, défensivement, sur ça, ils sont très bons. Et j'insiste aussi sur une chose, c'est les écrans de retard. Et je trouve qu'il y a un joueur qui est magnifique sur les écrans de retard, c'est Franz Wagner. Vraiment, je le trouve excellent. Mais globalement, c'est toute l'équipe. J'ai notamment sur mon blog parlé du match contre les Pacers, le fait de mettre beaucoup de monde dans la raquette en fait sur chaque tir. Et c'est une équipe aussi qui ferme bien l'accès au cercle. Et sur les tirs lointains, c'est plus facile aussi de condenser la raquette pour justement verrouiller ça. Et c'est une équipe qui fait ça très bien, mais c'est une équipe aussi qui provoque énormément de pertes de balles. C'est la meilleure NBA. Le ratio de ballons provoqués, de pertes de balles provoquées, il est assez élevé. Il est à 17%, 17,6%. Donc, il faut comprendre que sur 100 possessions, tu as les 82, 83 balles qui ne vont pas finir par un tir finalement, et du coup 17%, 17 balles que le Magic va récupérer. Donc ça, c'est hyper important aussi. Tu passes aussi par cette agressivité pour bien défendre parce que tu as des bons protecteurs de cercle, mais ce n'est pas forcément élite. Et du coup, tu es obligé de miser sur quelque chose comme ça, sur verrouiller le rebond, sur intercepter les ballons et d'être très agressif dans tes schémas en fait. Ouais. Toi, comment tu décrirais ce jeu d'Orlando? C'est marrant parce que moi je suis moins statisticien, tu vois. Enfin, je suis moins les stats. Je les aime bien quand elles confirment l'impression visuelle. Et là, c'est tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'on voit avec Orlando. Et il y a un truc qui est moins palpable statistiquement, c'est le fait qu'ils sont intéressés par la défense en fait. Tous les joueurs individuellement, et c'est aussi, ça va avec l'adhésion qu'ils ont pour le projet du coach, parce que quand Mosley est arrivé, il a dit qu'il voulait une équipe à vocation défensive qui était intéressée par la défense. Et là, tu vois qu'individuellement, ils ont tous passé un cap en défense, tous les joueurs. Donc ça passe, donc Wagner, Banchero évidemment, et je pense même à des joueurs qu'on a moins vus par le passé parce qu'ils étaient blessés, comme Jalen Suggs qui je trouve, il fait un début de saison, je trouve énorme. Dans le sens, la défense, ça m'intéresse et je veux le montrer. Il est incroyable. Il va se bagarrer avec tout le monde. Avec Jokic, même, quand on parlait l'autre fois. Ouais, il arrive, il sur un rebond, il s'accroche, il arrache le ballon, il le pousse, il le provoque un peu. Il a un mix de... c'est quand même de l'intelligence aussi, il faut être capable de faire ça en défense, mais de ça et de qualité globale que j'aime beaucoup et de compétitivité, on voit une personnalité qui se dégage, tu vois. Donc là, bon, c'est très individuel, mais je pense que ses performances ne sont pas étrangères non plus aux bonnes performances du Magic. Et ouais, c'est ça, c'est une équipe qui se soucie de la défense et qui est en accord avec ce que lui propose le coach. Donc au début, on a pu identifier ça comme une équipe
Alors, chiante, c'est un petit peu fort, tu vois, mais c'est pas l'équipe sur laquelle les gens cliquaient pour le League Pass forcément. Et ils voyaient les scores, ils disaient, bon, bah, c'est sympa, mais il n'y a pas 14 joueurs différents à regarder par rapport à l'année dernière. Ça attaque pas beaucoup, donc ok, c'est bien, c'est académique, ça gagne des matchs, mais c'est pas l'équipe la plus divertissante. Et là, ils sont en train d'ajouter une autre dimension, c'est que même si les adversaires sont un peu plus faibles dernièrement, enfin, je pense à Charlotte la nuit dernière, bah, ils arrivent à sanctionner offensivement. L'agressivité de Banchero dont tu parlais, Fred, c'est totalement ça. Parfois, il arrive à trouver le bon dosage entre l'agressivité offensive et le fait de faciliter le jeu pour les autres, comme Wagner, comme Cole Anthony aussi en sortie de banc. Mais dans les pronostics début de saison, je l'ai mis 6e homme de l'année. C'est pas trop mal parti, je pense. Et en tout cas, il est crédible dans ce rôle-là. Et voilà, sur ce style de jeu, moi j'aime bien voir des joueurs qui sont en adéquation avec le coach. On en parlera peut-être après, mais je trouve que c'est une composante très importante aussi. Jamal Mosley qui était spécialiste du développement à Dallas avec une petite connotation défensive aussi. Et là, hop, on voit tout de suite l'ADN de ce qu'il a envie de montrer, quoi. Ouais, ce qui est dur avec les équipes comme Orlando, ce que tu disais, des équipes pas forcément très sexy ou que les gens vont pas forcément suivre sur le League Pass, il y a vraiment une espèce de délit de sale gueule quand même pour les petits marchés, parce qu'en fait, même l'an dernier, je trouvais que c'était plaisant à voir jouer le jeu. Et en fait, l'an dernier, il me faisait penser un petit peu au OKC d'il y a 2 ans, en fait. Avant que les résultats commencent avant que ça se mette en place, où bon, les résultats n'étaient pas là, mais je la trouvais vraiment kiffante, cette équipe d'OKC qui avait suffisamment tanké pour aller choper Holmgren. Mais tu voyais qu'il y avait des joueurs avec du talent, tu voyais qu'au niveau du staff quand même et du jeu, c'était pas n'importe quoi, qu'il y avait une direction, une identité qui était en train de se mettre en place. Et puis cette année, j'ai l'impression que pour Orlando, c'est le moment où finalement ça paye parce que les joueurs ont gagné en maturité, en niveau aussi, ont progressé, et puis ils savent maintenant comment jouer ensemble. Et là-dessus, alors on a parlé de Banchero, mais je pense qu'on peut peut-être revenir un petit peu sur Franz Wagner. Incroyable, encore une fois, à la Coupe du Monde. Je pense que s'il ne s'était pas blessé, le titre de meilleur joueur de la compétition lui tendait les bras. Honnêtement, c'est pas démérité que c'était pour Dennis Schroeder, mais voilà, je pense qu'il y a quand même une différence de niveau entre les deux joueurs, en fait. C'est fou, en fait. Alors, c'est un peu abusé. Je vais parler d'une autre équipe pour parler d'Orlando, mais moi, j'ai du mal à me défaire de cette idée-là. En 2021, les Warriors auraient pu drafter Franz Wagner, ils ont choisi Kuminga. La draft, c'est très dur, hein. Kuminga a encore du temps pour devenir un très fort joueur. Mais quand on voit le niveau et le potentiel et l'âge de Franz Wagner, j'ai l'impression qu'il y a pas mal d'équipes qui l'ont pas si bien scouté que ça, finalement, ce joueur. Je comprends ça, parce que j'allais dire que moi, quand ils l'ont drafté, donc c'était ok, cool, c'est sympa. Je l'avais vu à Michigan, mais je pensais pas que son jeu se traduirait aussi bien et aussi vite en NBA, quoi. Parce que pour moi, il était drafté même presque un peu haut par rapport à ce que j'attendais, même si c'était le range dans lequel il était annoncé, hein, mais je le voyais pas aussi fort, aussi mature dans le jeu, aussi complet, capable de faire autant de choses. Visiblement, j'avais pas assez bien regardé Michigan, parce que là, ce qu'on voit là, c'est le niveau d'un joueur qui aurait dû être pris beaucoup plus haut. Et je sais que c'est un peu, tu reviens souvent dessus, Théo, sur le fait que si les Warriors l'avaient pris, ça aurait changé beaucoup de choses. Moi, j'étais plus sur mon délire avec FDA, mais force est de constater que Wagner aux Warriors aujourd'hui, ce serait juste totalement dingue. Après, il faut aussi prendre en compte les contextes. On ne sait pas si dans le contexte de Golden State, avec des gros joueurs autour, ça aurait pris, tu vois. Surtout qu'il se fait drafter l'année où Golden State gagne le titre. Hein, en 2021, il est drafté en 2021. L'année d'avant, ouais. Ok, ouais. Donc oui, après, je pense que Orlando, c'est vraiment le bon environnement pour lui parce que finalement, il arrive dans une équipe en pleine reconstruction. Donc, il a pu aussi jouer sur sa première saison. Il n'a pas eu vraiment beaucoup de pression, en fait. Il a pu se développer tranquillement. Il a fait des très bons matchs. Il a eu des très bons passages. Et ça lui a permis justement de se faire au jeu NBA progressivement sans avoir toute cette pression d'une grande équipe. Parce que quand tu joues à Golden State, tu as quand même tous les yeux qui sont rivés sur toi et peut-être que ça aurait été différent. Mais il ne faut pas oublier quand même que Franz Wagner, il a joué à l'Alba Berlin. Il a joué des matchs de coupe, des matchs de Coupe d'Europe avant d'aller à Michigan. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience et c'est pour ça qu'il paraît si mature alors qu'il est hyper jeune. Carrément. Et puis voilà, c'est une équipe, on l'a dit, qui est jeune, parce que finalement, ils ont su récupérer des joueurs sur lesquels d'autres équipes avaient fait une croix. Bon, Markelle Fultz, on va pas revenir, ça reste peut-être l'un ou le plus grand mystère de l'histoire de la NBA, entre la hype quand il était à la fac, le fait qu'il perde son shoot, bref, scénario catastrophique, mais finalement il rebondit très bien avec Orlando, du moins quand il n'est pas blessé.
c'est un joueur NBA voilà, sérieux qui se mérite, qui se respecte, je veux dire. Wendell Carter Jr., dont je parlais tout à l'heure, au moment du trade entre Orlando et les Bulls, les fans d'Orlando notamment étaient dépités, pensaient qu'ils s'étaient fait avoir complètement dans le trade. Au bout du compte, quand on revient maintenant un peu en arrière, bah, vas-y, Fred. Pour le coup, c'est pas mon cas, parce Ouais. que je pense que en fait, l'équipe d'Orlando, elle était sympathique avec Vucevic, avec Gordon, avec Fournier, mais en fait, c'était quoi le plafond de cette équipe? En fait, je pense que quand tu construis une équipe, il faut forcément penser au titre, parce que l'objectif de chaque équipe, c'est de penser au titre. Et le plafond des Vucevic, des Gordon, des Fournier, bah, c'était grand max demi-finale de conférence. C'était impossible de faire plus. Et donc, il fallait faire quelque chose. Et même si la saison s'était mieux passée, parce qu'elle avait bien commencé cette saison-là, hein. Orlando commence la saison par un 4-0, mais après, Fultz, malheureusement, se blesse au genou. Ça a tout remis en cause. Et finalement, c'était une bonne chose, parce qu'avec Wendell Carter Jr., défensivement, tu peux faire énormément de choses. Chose que Vucevic voilà, est plus limité. Vucevic, c'est principalement du drop, donc en protection pour protéger le cercle. Wendell Carter Jr., il peut être utilisé dans tous les schémas défensifs. Je pense pas qu'il est élite dans un seul domaine défensif, mais en tout cas, il est très bon dans chaque domaine, tu vois. Et enfin, vous voyez ça, et ça, c'est vraiment un gros plus, parce que justement, l'une des forces du Magic défensivement, c'est ces profils-là. Parce que quand on regarde Franz Wagner, 2,8 m, il est capable de défendre sur des postes 2, il est capable de défendre sur des postes 4, voire des postes 5. Banchero, c'est exactement la même chose. Quand Jonathan Isaac sort du banc, bah, c'est exactement la même chose. Donc en fait, tu peux avoir un 5 avec Anthony Black aussi, qui est un rookie qui fait 2 mètres, qui est capable de défendre aussi sur plusieurs postes. Ça, c'est une nouvelle richesse que le Magic n'avait pas avec Vucevic, avec les Fourniers. Et là, en fait, cette nouvelle génération, moi, j'étais très content de voir Wendell Carter Jr. débarquer à Orlando, et dès ses premiers matchs, j'ai senti que défensivement, il y aura un truc qui allait se faire avec cette équipe et avec ce joueur-là. Il y a un virage qui a été pris en fait à partir de ce trade-là. Ce dont on a parlé sur la défense, la versatilité, la polyvalence des joueurs en défense, ils sont tous capables presque de défendre sur plusieurs positions. Même les rookies, même Anthony Black, qui pour l'instant, on l'a pas offensif, on le voit pas, on le voit très peu, mais c'est logique, hein, c'est pas étonnant. Là même dans le 5 de départ, mais il fait des trucs défensivement qui sont fous parfois, hein. Tu sens qu'il est déjà aussi en avance de ce côté-là. Isaac qui a encore un temps de jeu limité, mais bon, sur le potentiel, on sait très bien ce que ça vaut. C'est un mec all defensive first team, sans aucun doute. Si son corps suit, il a de telles propriétés physiques et qualités défensives. Il y a eu un vrai virage de cette époque-là qui était sympathique. C'était une époque de transition un peu. On se disait qu'il pouvait se passer quelque chose derrière, mais tu as raison, le plafond était trop faible malheureusement. Et c'est ce trade finalement où tu récupères 2 premiers tours de draft, plus Wendell Carter qui est effectivement très 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 bon. Ça a changé là, et même là, si on parle de stade d'évolution, là, je pense vraiment que cette saison, ils sont passés sur tu sais, t'as la reconstruction, et là, il y a de la construction. Ils sont peut-être même un temps en avance, je trouve, sur ils sont entre l'étape 2 et l'étape 3, on va dire. Ils sont sur du 2,5 et ils sont en avance sur les étapes, je trouve. Ils sont déjà capables de se qualifier en play-off. Et on parlera sans doute après de ce qui leur manque encore pour, je pense, être parmi les contenders à l'Est. Mais c'est très, très, très encourageant. Et ce virage, pour l'instant, il tient toutes ses promesses, je trouve. Ouais, juste un mot sur Wendell Carter Jr. parce que j'aime beaucoup ce que tu as dit, Fred, en disant il est pas élite dans un domaine, mais il est très bon partout. J'ai l'impression que c'est un petit peu ce qui explique que finalement il n'ait pas eu plus de hype à sa sortie de la fac, où tout le monde, la star, c'était censé être Marvin Bagley. C'est aussi le fait, la raison, je pense, pour laquelle il passe sous les radars en ce moment. Depuis qu'il est en NBA, on parle très peu de lui. Moi, ce que j'ai toujours apprécié chez ce joueur-là, c'est effectivement sa polyvalence et son espèce de... Ok, comme tu l'as dit, Fred, il n'est pas élite dans un domaine. Par contre, je trouve qu'il a une capacité à toujours jouer dans son registre, en fait, et pas en faire trop, et à être bon quasiment partout. Moi, je pense que c'est vraiment un joueur très solide, le type de joueurs qui peuvent t'aider à aller loin. Et c'est vrai qu'avec les jeunes joueurs, on est tout le temps à parler de ceiling, de chercher les mecs qui vont dont le potentiel est le plus haut, le plus impressionnant. Et parfois, alors, il a été drafté haut malgré tout, mais on passe à côté de mecs comme ça, et c'est des gars comme ça qui vont être transférés parfois d'une équipe à l'autre. Tu dis, mais pourquoi c'est lui qui est transféré? C'est jamais le problème dans les équipes dans lesquelles il joue, quoi.
Et là, on parle de polyvalence défensive, mais en attaque, c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui est capable de s'écarter. L'année dernière, il a shooté à 36%. La saison d'avant, il me semble que c'était aussi élevé comme ça. Il est capable d'avoir de la création. Il a du jeu du main à main. Il est capable d'être une menace aérienne aussi. C'est un mec qui est hyper complet en fait en attaque aussi. Donc moi, je pense que c'est vraiment une perle. Hein. Dans les postes 5 en NBA, j'ai cherché. Je vois pas de mec avec autant d'armes, que ce soit en attaque ou en défense, mais encore une fois, c'est pas élite. Donc peut-être, oui, ouais, moi je suis d'accord avec toi, hein, c'est peut-être pour ça qu'il est passé sous les radars, parce que, ouais, il n'y a pas un truc qui va vraiment ressortir, mais par contre, il fait un peu de tout et un peu de tout bien, en fait. Ouais, et puis là, on en revient, je pense, à ce qui fait que cette équipe marche très bien. On a parlé de Jamal Mosley tout à l'heure, Shai, tu y as fait allusion. C'est après, et faut trouver dans le bon contexte. Et là, ce qu'il faut noter, effectivement, c'est que Jamal Mosley arrive à bien composer avec tous ses joueurs. Alors, il y a les 2 stars potentiels que sont Franz Wagner et Paolo Banchero, bien entendu. Derrière, ce sont des joueurs qui sont polyvalents, mais il n'y a pas vraiment une 3e star qui sort du lot. Et il a trouvé comment faire fonctionner tout ça. Alors, la question, je vais vous orienter un petit peu là-dessus, parce que quand on a une forte équipe comme ça, une équipe émergente de jeunes joueurs, avec autant d'assets aussi, parce qu'Orlando a beaucoup d'assets pour des trades potentiels, la question, c'est toujours celle-ci. Est-ce qu'il faut commencer à trader pour essayer d'aller chercher un joueur plus fort pour accompagner cette équipe-là? On sait que c'est souvent ça la solution au bout du compte, mais la question souvent, c'est celle du timing, en fait. À quel moment est-ce qu'on sait vraiment ce qu'on a en stock? À quel moment est-ce qu'il faut se dire, si c'est le moment maintenant, il faut essayer de passer un cap et d'aller chercher quelqu'un? Est-ce que vous avez une idée là-dessus, vous, concernant le Magic? Moi, je pense qu'il faut se servir des playoffs comme d'un révélateur, c'est-à-dire tu vois lesquels sont prêts, lesquels sont possiblement prêts, lesquels ont l'air de pas être du tout dans leur élément. Et il faut laisser l'équipe se construire, grandir ensemble. Moi, j'aime bien la construction autour de noyaux comme ça, dans des jeunes équipes. C'est toujours bien de voir lesquels sont amenés à s'entendre sur le long terme. Alors, je prends l'exemple de Boston. Toutes les intersaisons, et il y a plein de gens qui étaient pour la séparation de Jason Tatum et Jaylen Brown. Bon, pour l'instant, ils sont pas au titre, mais ils sont pas très loin ils en sont pas très loin et on les a laissés se développer ensemble. Peut-être que ça fera ça pour Banchero et Wagner à un moment. Moi je pense qu'il faut rien faire de trop hâtif, faut laisser l'équipe se développer. C'est un coach, l'atout, c'est que Mosley, c'est un coach qui est spécialiste du développement, donc il va tirer le meilleur parti de chaque joueur et il va l'emmener à peu près là où il peut au max, en tout cas sur cette saison-là. Et après en playoff, j'imagine, là je me projette, j'imagine le Magic en playoff, ne serait-ce qu'un premier tour déjà. Là, tu vas voir un peu comment, sous une pression différente, avec des défenses plus agressives, plus ciblées, ces joueurs-là vont s'exprimer. Est-ce qu'il y en a un où tu vas en ressortir en te disant non, mais même avec un an ou deux de plus, c'est peut-être pas ce qu'il nous faut pour les playoffs, et là, tu réfléchis à quel joueur peut le remplacer. Mais pour l'instant, moi, je toucherai rien, je continuerai à faire preuve de patience, parce que comme je disais tout à l'heure, je pense qu'ils sont un tout petit peu en avance sur le temps de passage, vu l'âge des mecs, parce qu'on parle d'une équipe extrêmement jeune. Enfin, ils ont tous 21, 22 ans. Mon gars Joe Ingles, tu l'as même pas mentionné, Théo, je suis déçu, parce qu'à chaque fois, tu as bien rappelé que je suis le seul fan de Joe Ingles sur la planète. Et vous m'avez bien charrié quand il a débarqué à Orlando. Vous m'avez bien charrié, mais en attendant, il est là, il apporte son expérience aussi. Mais toujours est-il que c'est une équipe extrêmement jeune et que donc j'estime en avance sur des temps de passage de progression d'une équipe de ce type-là. Et donc non, moi je toucherai à rien dans l'immédiat, certainement pas là, certainement pas avant une éventuelle participation au playoff. Moi, je partage ton avis, Shai. Et juste, tu parlais de Joe Ingles. Je pense qu'il montre aussi que le Magic a besoin d'un porteur de balle fort. Parce qu'en fait, on a deux superstars, mais aucun des deux n'est pour le moment un gros porteur de balle. Franz Wagner a plus ce profil-là parce qu'il est plus arrière que Banchero. Mais il n'a pas aujourd'hui, il n'a pas forcément une bonne efficacité sur les pick and roll, par exemple. Et quand Joe Ingles rentre, en tout cas sur le match contre Boston, même sur le match contre Denver, on voit tout de suite que ça change. D'ailleurs, le deuxième 5 du Magic, enfin les remplaçants, c'est l'un des meilleurs 5 de NBA parce que justement, tu as le jeu à deux entre Joe Ingles et Mo Wagner qui apporte énormément de points, le jeu à deux entre Joe Ingles et Isaac qui apporte également énormément de points. Et en fait, c'est là où le plafond du Magic va se situer là. Le joueur qui est en danger dans cette équipe, c'est clairement Markelle Fultz parce qu'on sait que son tir va être une limite. Il a un tir à mi-distance qui est fiable, mais aujourd'hui, je pense dans cette équipe a besoin de spacing, a besoin de shooter. Et tu n'as pas ça avec Markelle Fultz. Et je pense que ça va être vraiment
ce joueur-là qui va manquer. Il manque ce porteur de balle-là. Alors moi, j'ai fait mes projections avec la trade machine. Et il y a un trade qui me plairait bien, même si j'adore Markel Fultz. Vraiment, j'ai vraiment été... je partage ton avis, Shai. Quand Orlando marchait moins bien, ouais, t'as moins tu vois, d'enthousiasme à dire que t'es pour cette équipe. Et Markel Fultz, il m'a fait retrouver vraiment cet enthousiasme pour cette équipe. Mais je pense que si le Magic fait un trade, Brogdon, Fultz, ce serait hyper intéressant pour cette équipe. Parce que Brogdon, il apporterait déjà une meilleure science sur les pick and roll, du shoot. Et en fait, tu n'as pas besoin d'un gars qui a un gros volume. Donc pour moi, ce serait le meneur parfait pour cette équipe. Parce qu'il permettrait à Franz Wagner de continuer à avoir son volume, à Banchero d'avoir son volume, tout en apportant de l'expérience et du tir. Et il n'est pas si vieux que ça, Brogdon. Donc pour moi, c'est peut-être ce mec-là qu'il faudrait ajouter à l'effectif. Alors peut-être pas cette année, mais Fultz, il arrive bientôt en fin de contrat. Donc la question va se poser. La question va se poser de toute façon. Moi, ça me va, je suis OK, c'est vendu. On fait ça. Brogdon, c'est un crève-cœur pour le coup. Ouais, bah oui, mais... Il y aura forcément pas mal d'équipes qui seront intéressées par Brogdon jusqu'à la trade deadline. Je pense que ça risque d'être un des joueurs sur lesquels il y aura le plus d'équipes chaudes. Par contre, ce que tu notes sur le tir, ça me semble très juste, Fred. D'ailleurs, il me semble que l'été dernier, il y a pas mal de rumeurs aussi concernant... Enfin, on avait entendu dire que Orlando était intéressé par Max Strus, qui finalement est parti du côté de Cleveland, justement pour cette espèce de... un grand qui peut quand même défendre sur différents postes et cette adresse à 3 points qu'on lui connaît. Effectivement, je pense que à court terme, c'est la variable de progression évidente qui manque encore à Orlando dans ce registre, quoi, pour développer encore le jeu offensif. Parce que Shai, t'en parlais tout à l'heure, là, le fait que finalement cette équipe, l'assise défensive est en place, il manque maintenant un petit peu de force de frappe offensive régulière pour pouvoir faire passer, je pense, pas tant au classement, mais dans vraiment l'espèce de power ranking de la conférence Est, les asseoir un peu plus, non? C'est ça que tu voulais dire, Shai? Ouais, c'est ça. Et puis bon, là après, quand je regarde pour l'instant, oui, dans l'absolu, on les imagine pas être super forts en playoff si le niveau à 3 points, par exemple, n'augmente pas, parce qu'on sait que c'est quand même aussi important en playoff, mais pour l'instant, tu as des gars comme Gary Harris qui shoot à 40%. Même Suggs, il est au-dessus des prévisions que j'avais sur lui, tu vois. Banchero aussi cette saison, c'est incroyable. Banchero aussi. Donc pour l'instant, ça va, mais je suis d'accord qu'à terme, ce serait bien de rajouter des shooters, à moins que Jet Howard, ils l'ont drafté pour ça aussi. En théorie, c'est un shooter. Bon, on le voit pas pour l'instant, mais peut-être qu'après, sur le développement, ça pourra aussi aider. Mais globalement, oui, bien sûr. De toute façon, je pense que t'as raison. Bon, en fait, Brogdon, c'est vraiment un bon profil parce que il n'y a pas ce volume-là. Moi, j'ai toujours peur, tu rajoutes un mec, mais qui a beaucoup de besoin du ballon, et ça casse la dynamique que je trouve très agréable à regarder. Une équipe où il n'y a pas vraiment de bouffeur de ballon, d'ISO à tout prix, c'est forcément plus agréable à regarder, je trouve. Hein. Et Brogdon, c'est vrai que ça irait dans ce sens-là. Il y a toujours le petit souci de blessure qu'il a et qui me ferait peur, mais sinon, je pense que tu as plutôt bien ciblé le besoin, et je suis d'accord sur ce... De toute façon, ce spacing, il est obligatoire en NBA pour performer au niveau. Je pense quand même que à l'intérieur de l'équipe, les joueurs individuellement peuvent aussi progresser sur cet aspect-là. Si Jonathan Isaac, par exemple, je touche du bois pour lui, s'il arrive à enchaîner les matchs, à tourner autour de 20-25 minutes, ne serait-ce que ça, c'est un type qui est capable un peu de s'écarter aussi, on l'a vu. Tous, ils ont cette progression en eux. Donc, imaginons qu'ils passent encore tous des caps. Il n'y aura peut-être pas besoin d'aller chercher trop loin. Mais bon, écoute, on verra. Je suis d'accord sur ce point-là, évidemment, par contre. Et du coup, c'est quoi le plafond pour cette équipe pour vous? Alors cette année, question en deux parties, pour cette année et à court et à moyen terme, quel plafond vous voyez pour cette équipe? C'est une question assez difficile parce que ça va dépendre aussi du classement. Admettons que le Magic continue cette saison comme il l'a commencé et finit 3e. Et le 6e, finalement, c'est peut-être Indiana. Il y a clairement un truc à jouer. Là, on peut se dire que la demi-finale, pour le coup, serait pas déconnant. Par contre, il y a certaines match-ups qui seraient moins favorables. Toutes les meilleures équipes de l'Est. Typiquement, je pense que Boston, même si la saison dernière, on les a battus 3 fois, je pense que sur des playoffs, ça sera différent, surtout avec Jrue Holiday, surtout avec Porzingis, parce que Porzingis, mine de rien, s'il ne se blesse pas, je ne suis pas sûr que le Magic gagne ce match, parce qu'il avait causé énormément de problèmes défensifs et aussi en attaque. Je pense que Milwaukee, c'est un peu la bête noire du Magic ces dernières saisons et ça va être dangereux en playoff. Les Sixers aussi, c'est pas un bon match-up. Donc, je pense que si le Magic parvient cette saison à finir dans les 3 premiers,
le 6e, pour moi, il va être, même si c'est Miami, ça peut être jouable pour le Magic. Mais actuellement, je ne les vois pas plus haut que ça. Ce serait vraiment même un miracle qu'ils passent un tour de play-off. Ouais, si, bah oui. Après, moi, j'aime bien être prudent, comme ça, je suis pas déçu. Mais, oui, là, je pense que le truc le plus raisonnable, là, ce serait de les envisager. Et j'ai presque. Si il y a d'autres équipes qui vont avoir du mal aussi, la saison, elle est pas si simple que ça. Et on a vu qu'il y a des équipes comme Miami qui sont moyennement intéressées par la saison régulière, même si cette année, là, ils sont bien. Je pense que 4e, c'est un plafond intéressant en saison régulière. Et après, le premier tour, c'est du bonus et tu dois juste chercher à donner de l'expérience collective à tes joueurs. Et puis, évidemment, s'il y a une occasion qui se présente et que tu peux battre une équipe qui est. Enfin, tu vois, l'année dernière, les Knicks, ils ont tapé les Cavs au premier tour. C'était pas garanti, quoi, avec la saison qu'ils avaient faite. Donc, ouais, ça, ce plafond, atteindre le premier tour, plus qu'un plafond, c'est presque. J'ai presque envie de dire que c'est un objectif réalisable. Et moi, intérieurement, minimum, on va dire, j'ai envie de les voir maintenant, avec ce qu'on voit là en tout cas, hein, parce que il peut se passer des choses, je ne leur souhaite pas, mais des blessures et tout ça, en sachant quand même qu'ils jouent toujours, comme je l'ai dit, 102 joueurs très importants qui peuvent encore faire passer notre dimension. Et à plus moyen terme, j'ai envie juste de les voir être dans le top 3 de l'Est tous les ans, avec des joueurs qui sont là sur le long terme. Banchero Wagner, moi j'aime bien quand il y a des duos qui se forment. Je prenais l'exemple de Boston tout à l'heure, des mecs qui sont passés partout ensemble, par des saisons parfois décevantes, par des sélections All-Star ensemble, par des prises de tête qui sait parfois, mais qui ont une histoire commune, quoi, qui ne changent pas tous les ans d'équipe. Et moi c'est ce que j'ai envie pour le Magic, c'est pour le Magic, et c'est un objectif, je pense, atteignable. Alors, Après, sur ça, pardon Théo, Non, vas-y, Fred. j'ai du mal aujourd'hui à les imaginer tous les deux All-Star, tout simplement parce que j'ai du mal à les voir à plus de 25 points par match, telle que l'équipe est construite aujourd'hui. Parce que si tu me disais, si je revenais sur ta question, ta première question, je crois, sur comment vendre le Magic à quelqu'un qui ne regarde pas, moi je dirais ça. En fait, le Magic, on se plaint souvent des équipes qui se construisent autour d'une, deux, trois stars. La star du Magic, c'est le collectif. Et du coup, la défense, ça ressort bien. En plus, ce que Banchero disait lors du dernier match, c'est que quand tu as des mecs qui s'aiment, c'est plus facile de faire des efforts et c'est plus facile de partager le ballon. Et aujourd'hui, c'est ça. Et aujourd'hui, le Magic, c'est beaucoup de joueurs qui sont capables de mettre beaucoup de points. Et je ne sais pas à quel point le fait que Banchero ou Wagner augmentent leur volume encore plus, tombent dans du star, pas du star system et du star power. Je ne sais pas si ça va être bénéfique pour cette équipe-là. Donc, moi, j'ai du mal à imaginer leur plafond, tout simplement parce que je pense qu'on ne voit pas le plafond de Banchero. C'est un joueur, je pense, qui peut tellement être surprenant. Je vois pas j'ai du mal à le comparer à quelqu'un, en fait, ce mec, parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas conscience de son potentiel. Et pour Wagner, peut-être que c'est la même chose. Je le vois peut-être avec un potentiel plus limité, tout simplement parce que physiquement, c'est peut-être plus limité aussi que Banchero, mais Banchero, je pense vraiment que ça peut être un joueur exceptionnel. Mais je ne connais pas son plafond, donc je ne pourrais pas dire aujourd'hui. C'est marrant parce que dans un podcast de tout début de saison, on en parlait avec Benjamin Moubèche, et on n'était pas du tout d'accord parce que lui, il pense que le Magic sera limité par le niveau de son supposé franchise player qui était Banchero en tant que first pick, forcément. Mais, et moi, je lui disais qu'au contraire, et ça avait commencé déjà à Duke, je le trouvais incroyable déjà sur le. Pareil, c'est de la maturité de son jeu et le fait de ne pas être le profil croqueur parce qu'il va être first pick, parce qu'il va être option numéro 1 dans une jeune équipe médiocre. Il va allumer à fond. Maintenant, j'aime bien son approche dans le jeu. Et moi, pour le coup, je vais choisir l'optimisme, mais je pense que ça peut être un All-Star durable, un franchise player, mais peut-être avec cette composante-là de ne pas être tous les ans au-dessus de 25 points et d'être plus dans le partage et tout ça. C'est un peu le ressenti que j'ai quand je l'écoute aussi. Il me semble être un garçon équilibré et avec une approche intéressante du métier et du jeu. Donc, moi je suis plutôt optimiste sur lui individuellement. Et si on prend le meilleur scénario possible, c'est Banchero, donc numéro 1, et Wagner, numéro 1 bis, dans une hiérarchie traditionnelle, j'entends, hein, avec les deux qui s'entendent à merveille et qui arrivent d'un soir à l'autre à se passer le flambeau, à être efficaces ensemble. Et là aussi, je pense à l'exemple de Boston où les deux ont parfois réussi à bien alterner. Il y a des périodes où Tatum est un peu moins bien et où c'est Jaylen Brown qui prenait le relais. Alors, ça viendra aussi, il y aura aussi du coup des complications en termes contractuels à un moment. Il faut payer les mecs, il faut leur montrer
ton attachement et tes projets sur le plan financier, comme à Boston. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas avancer très loin autour de ces deux-là et de quelques-uns qui viennent se greffer autour et qui sont même déjà là d'ailleurs. Moi, je partage totalement ton avis, Fred, sur Banchero. Et je pense que notamment, une des données que les gens sous-estiment, ils ne se rendent pas compte de sa taille, en fait. Ils ne se rendent pas compte de la taille qu'il a et des joueurs qui ont autant de skills et qui font cette taille-là et qui sont aussi polyvalents. C'est vraiment une denrée rare. Et sachant que ces skills ne vont faire que grandir, enfin que se développer, et sa taille par contre elle va pas bouger quoi. Et je pense que c'est offensivement comme défensivement, et on l'a très bien vu par exemple, je vais comparer avec un autre joueur qui sont pas du tout similaires en fait dans le jeu, mais c'est Michael Porter Jr. de Denver. Les gens sous-estiment sa taille et l'an dernier on l'a bien vu pendant les playoffs à quel point la taille a été l'un des éléments majeurs du succès des Nuggets. C'est que tous leurs adversaires ont eu énormément de mal à gérer la taille, le physique, le physique et l'ampleur de tous ces joueurs-là. Et Banchero, quand je vois ce qu'il est capable déjà de faire en termes de skills, de polyvalence même, tu vois qu'on l'a vu jouer 5 avec Team USA, moi je l'ai trouvé excellent dans ce registre qui n'est pas le sien en NBA, qui n'était pas le sien à la fac vraiment. Moi je pense que son ceiling est vraiment très haut et pour te rejoindre, Shai, je pense qu'il a vraiment le potentiel. L'histoire dira s'il l'atteindra, mais pour être un All-Star à plusieurs reprises, carrément. Et je me base aussi sur ce que je me souviens des propos de Coach K à son sujet. C'est un peu c'est la dernière pépite qu'il a eue en fait avant de prendre sa retraite. Et alors, il a toujours été élogieux envers ses joueurs, c'est logique, hein, mais avec lui, j'ai l'impression qu'il y avait un truc particulier et il le mettait beaucoup plus haut déjà que ce que les gens pensaient, parce que jusqu'au dernier jour, c'était pas si évident qu'il soit pris en numéro 1, hein, c'était un peu incertain. Tout le monde ne savait pas vraiment. C'était un peu une surprise, ça s'est décanté sur la fin. Mais Coach K a dit, pour moi, c'était une telle évidence. En gros, c'est vraiment un des meilleurs à ce poste-là que j'ai eu. Voilà, Coach K, il en a eu quand même. Hein. Il a eu des sacrés joueurs, des profils divers et variés. Mais il avait beaucoup loué sa mentalité. Même, il avait eu une petite affaire pendant son cursus à Duke, un truc léger, une sortie, machin. Et il a dit que c'était rien, qu'il pensait que c'était un des meilleurs prospects qu'il avait jamais eu, qui serait phénoménal et monumental en NBA. Donc tout ça mis ensemble, je pense qu'Orlando tient vraiment son joueur pour les années à venir. Et ce que j'aime beaucoup chez Banchero dans ce début de saison, c'est qu'il est beaucoup plus intelligent dans ses choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va chasser les mismatchs. Dès qu'il a un mismatch à jouer, il va aller au poste. C'est un truc qu'il faisait un peu la saison dernière, mais qu'il sous-exploitait. Et cette saison, il l'exploite, je trouve, à merveille. C'est-à-dire que il est beaucoup plus dans l'efficacité cette saison. Et on le voit, hein, ses pourcentages sont nettement meilleurs. Et c'est aussi ça, hein, le développement, c'est l'apprentissage, c'est passer par des mauvais tirs pour apprendre à finalement à trouver ton efficacité. Et je trouve que sur ce début de saison, on voit tout de suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, on voit déjà l'évolution de Banchero. Et c'est que sa première année et 1 mois. Donc c'est incroyable. Je trouve vraiment que moi je suis vachement optimiste aussi sur son cas. Tu fais bien de le noter parce qu'effectivement Orlando fait pas mal de bully ball par moment, et en se servant que ce soit pour Banchero ou même pour Franz Wagner à d'autres moments quand il y a un match-up avantageux. Et c'est assez rare pour des équipes jeunes en fait. Souvent on dit ça c'est l'apanage des équipes de vétérans un petit peu. On sait que les Clippers avec Kawhi Leonard ils font ça systématiquement, d'autres équipes le font. Et ça aussi je pense que c'est une preuve de maturité à la fois du staff mais aussi des joueurs de chercher la meilleure option systématiquement par rapport au match-up. Pour dézoomer un petit peu, parce que là on a pas mal parlé de la saison, de l'équipe actuelle, alors j'espère que vous n'allez pas m'envoyer des menaces de mort après ce que je vais vous dire tous les deux, mais jusqu'à cette belle embellie d'Orlando, sur les années post-Dwight Howard, il y a quand même eu un trou assez monstrueux où quand même d'année en année on se disait mais à quoi ça sert Orlando? Moi en tout cas je vais pas dire je vais parler pour mon compte, je comprenais pas la direction de l'équipe, je comprenais même pas les choix de draft, parfois c'était assez illisible. Est-ce qu'il y a quelque chose pour vous qui a changé, ou est-ce qu'il y a eu un moment clé où vous vous êtes dit ah là il y a quelque chose qui est en train de se passer, là on peut vraiment reprendre espoir un peu et pas simplement parce qu'on est fan de l'équipe et que chaque année on se dit allez cette année ça va être la bonne? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur pour vous? Je sais pas, Fred, si tu veux commencer. Pour moi, c'est la décision forte de trader Vucevic, Gordon, Fournier. Pour moi, c'est là en fait que je me suis dit oui, il y a un projet derrière. Il y a un projet derrière
Et en fait, c'est pour ça que j'étais pas dépité de ce trade, même si Vucevic, forcément, tout ce qu'il a apporté pour le Magic, même Evan Fournier, même Aaron Gordon, c'est que quand des mecs jouent pour ta franchise et se donnent à 100%, forcément, ça fait toujours mal au cœur de les voir partir. Mais tu sentais qu'il y avait un projet, ne serait-ce que par les joueurs draftés. Alors, Mo Bamba, ça n'a pas marché, mais il y avait ce côté déjà envergure. On va drafter des joueurs avec une très grande envergure. Et déjà, il y avait cette idée d'identité défensive. Ouais. Et justement, ils ont pris un entraîneur, un coach qui avait cette mentalité-là, cette philosophie. Et en fait, je voyais de la cohérence dans tout ce que faisait le Magic, même quand ça marchait pas, en fait. Enfin, c'était les débuts, donc forcément. Et ouais, moi, franchement, ce trade avec Wendell Carter Jr. qui arrive, ça m'a fait penser à, oui, il y a quelque chose qui est en train de se créer, il y a un vrai projet, il y a un vrai process. Donc, j'ai été patient et moi, je partage ton avis, Shai. On est en avance, clairement, sur ce qui était prévu. Après, c'est que le début de saison, donc on va pas sortir. Non, bien sûr. Mais ouais, moi, j'étais un peu inquiet sur le. Il était intéressant le projet avec tous ces athlètes super longs, super grands, capables de jouer partout, mais au final, c'était Robin Egan, le GM, ça s'était pas très bien terminé. Et du coup, je me demandais de quelle manière ils allaient repartir. Au final, ça s'est bien. En fait, je sais pas s'il y a un moment précis. Alors, le trade est évidemment hyper important parce que il a permis tout ce qui est en train de se passer, le changement un peu de direction, de façon de faire avec le coach et tout ça. On peut même se demander, là, en juillet dernier, il y a Anthony Parker qui est devenu GM de la franchise, qui a un regard, je pense, intéressant, qui a été scout longtemps, qui a l'expérience européenne aussi. Qui était un très grand joueur européen pour ceux qui n'ont pas suivi au début des années 2000, notamment avec le Maccabi Tel Aviv, avec, qui a été une superstar qui a gagné plusieurs Euroleague, un super joueur en Europe. Ouais. Et pourtant, c'est pas le meilleur joueur de sa famille, mais bon, ça, c'est un petit coucou à Candace Parker. Mais toutes ces petites décisions qui je trouve, font qu'ils en sont là aujourd'hui. Un peu de la patience avec certains joueurs aussi. L'année dernière, il faut se souvenir, quand Jalen Suggs n'arrivait pas à jouer, donc quand il jouait, il n'était pas extrêmement bon et il se blessait très souvent. Tout de suite, c'était l'échec de Jalen Suggs, c'était un mauvais pic et tout. Et là, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, je le trouve phénoménal. Jamal Mosley, il le compare. Alors bon, c'est son coach, donc c'est normal mais il le compare à. Il dit, pour moi, il y a du Gary Payton et du Marcus Smart, enfin de tous les derniers guards à avoir été élus Defensive Player of the Year. Pour lui, il sera dans le meilleur 5 défensif à la fin de la saison pour lui. Donc, il est en train de devenir un joueur extrêmement important, extrêmement complet. Il a la mentalité de gagnant qu'il avait déjà à Gonzaga, où ils vont en finale, où c'est le patron de l'équipe. C'est toutes ces petites décisions-là, de faire confiance à des joueurs, de responsabiliser certains. Je trouve que c'est quand même ultra prometteur. Les frères Wagner ensemble, tu as raison de parler de Mo Wagner qui, lui pour le coup, il me surprend de jour en jour quasiment, parce que c'est pareil, le joueur qu'on voyait qui n'était pas inintéressant, aux Lakers, c'était pas mal, il faisait ses petits trucs, à la fac aussi, mais tous les ans, il progresse, tu as l'impression qu'il franchit un palier à chaque fois, et tous bénéficient, j'ai l'impression, du côté coach développement de Mosley et de l'ambiance, l'atmosphère dans l'équipe. Je trouve qu'ils sont tous, tout le monde en profite. Mais au-delà de ça, le scouting est excellent parce que tu as Bitadze aussi qui arrive l'année dernière. Ouais. Bitadze, il est censé être notre pivot numéro 3. Ouais. Là, il joue titulaire et il sort des matchs avec 5 points, 7 rebonds, 5 passes, 5 contres. Enfin, quel troisième pivot dans une équipe est capable de faire ça? Et il y a la draft aussi d'Anthony Black qui est drafté 6e. Moi, je me posais la question, mais est-ce qu'on n'aurait pas dû drafter Bilal Coulibaly parce que défensivement, c'est parfait? Et tu te dis, finalement, dans ce poste de meneur défenseur, parce que comme je l'aurais dit, c'est plus Wagner, c'est plus Banchero qui vont porter la balle, c'est plus ces joueurs-là. Donc finalement, ils ont apporté cette sorte de meneur connecteur qui allait bonifier finalement ce que tu as déjà en magasin. Donc finalement, la draft d'Anthony Black, elle est cohérente et j'ai l'impression que tout ce que fait le management de cette équipe est cohérent en fait. Alors, je vais changer un petit peu pas mon fusil d'épaule, mais changer un petit peu de thématique. Moi, je suis curieux de savoir quelle est l'ambiance sur place. Et Fred, si je ne me trompe pas, toi, tu as eu l'occasion d'aller sur place cette année, voir des matchs du Orlando Magic. Alors, deux questions. Est-ce que c'était la première fois déjà que tu y allais ? Et par ailleurs, comment est-ce que tu as trouvé l'ambiance ? Comment est-ce que tu as trouvé un petit peu la façon dont les fans interréagissent ou voient cette équipe d'Orlando ?
Alors, bah, c'est pas la première fois. La première fois à l'Amway Center, c'était en 2019, fin 2019. C'était un match entre le Magic et les Sixers. Et mon tout premier match même de NBA, c'était à Brooklyn. Et j'avais fait le Magic contre les Nets. C'était en 2017 avec, il y avait encore Evan Fournier, Vucevic. Et là, c'était la saison rookie aussi de Jonathan Isaac. Et là, ce qui a changé, c'est, moi, j'ai senti clairement qu'il y avait une hype autour de cette équipe. Après, c'était le match d'ouverture. Donc, forcément, une super bonne ambiance. Mais tu vois, le fait que je pense que ça a joué aussi le fait qu'ils ressortent les maillots, le maillot un peu vintage que je porte là, le maillot avec les étoiles de l'époque McGrady, finalement, qui m'a vraiment fait kiffer le Magic. Tu sens qu'il y a un truc, ouais, et que le public le ressent. Parce que cette équipe, elle est vraiment fun à voir jouer. Enfin, elle est attachante. C'est des gars vraiment attachants. Et tu le sentais déjà la saison dernière. Et dès le premier match, tu as senti cette ambiance. Enfin, l'Amway Center était plein pour un match d'ouverture. J'ai senti qu'il y avait beaucoup plus d'ambiance que la première fois en 2019, même si l'équipe tournait bien déjà en 2019. Bon, elle était moyenne. Là, cette saison, tu sens que la jeunesse fait qu'il y a une certaine hype que Banchero. Il y a énormément de maillots Banchero, énormément de maillots Wagner. Donc, tu sens qu'il y a une énergie qui est en train de se créer et ça s'est senti aussi lors des derniers matchs contre Boston. T'entends le public, quoi. C'est pas forcément un public qui est réputé pour être hyper bruyant. Et là, tu as senti dès le match d'ouverture que ouais, il y avait de la hype autour de cette équipe. Et c'est cool. Alors, tu as parlé de Timac, mais ça allait être ma question suivante parce que, bon, allez, là, faut taper dans les questions, les vraies questions, aller chercher les racines du mal. Comment est-ce qu'on devient fan du Orlando Magic? Shai, Fred, d'où ça vous vient Alors, je plaisante, hein, bien entendu, parce que, voilà, souvent, c'est le truc des petits marchés. On sait que c'est quand même plus rare parmi les fans de trouver des fans d'équipes de petits marchés. Mais vous, d'où ça vient, justement, votre amour ou votre intérêt, en tout cas, pour cette franchise? Bah, moi, c'est simplement parce que c'est l'équipe avec laquelle j'ai démarré la NBA, en fait. C'était les finales 95. Je regardais sur des cassettes que mon cousin il enregistrait. Alors lui, évidemment, il jurait que par Jordan et moi j'avais 8 ans, hein, tu vois. Et pourtant, en voyant sur les cassettes, moi je voyais Penny Hardaway qui faisait des trucs de malade et Shaquille O'Neal qui écrasait tout. Une équipe jeune avec un design super sympa, le côté Orlando Disney, tu vois. Toute la thématique autour et ce qu'on en voyait dans les magazines qu'on pouvait lire à l'époque, toute l'identité visuelle me plaisait, le côté jeune équipe qui monte. En plus, quand Jordan revient, le Magic éclate les Bulls en playoff. Enfin, pour moi, c'est l'équipe avec laquelle j'ai démarré. Et après, j'ai gardé une certaine fidélité plus ou moins détachée. Il y a eu des bonnes périodes, mais j'ai toujours gardé un œil sur Orlando. Il y a eu ce regain, la période Dwight Howard. Moi, Théo, tu sais que j'aimais beaucoup Dwight. On se moquait pas mal de moi pour mon amour pour Dwight Howard sur toute cette période-là. Mais ils sont allés en finale. Il y avait des joueurs que j'aimais beaucoup aussi. Moi, j'étais très Rashard Lewis, les shooters grands, tout ça, Turkoglu. J'aimais bien. Et du coup, alors, contrairement à Fred, moi, je suis jamais allé à Orlando, donc je dis rarement on, tu vois. Je suis pas en mode foot comme je le fais avec mes équipes de foot, mais beaucoup de nostalgie et d'affection parce que ça me rappelle trop de trucs en fait. J'ai toujours aimé l'identité visuelle du Magic, les maillots. Je trouve toujours que c'est les maillots vintage dont tu parlais, ils sont magnifiques. Et je sais pas, ce côté aussi petite équipe qui tout le monde s'en fiche un peu d'Orlando, tu vois, à part les saisons où il y avait des stars. Quand il y avait Dwight Howard, ça allait, un peu avant, ça allait aussi, mais sinon tout le monde s'en fiche. Et j'aime bien avoir le côté niche où il y a personne, tu vois. C'est pour ça que là, en ce moment, c'est une période un peu les gens qui commencent à s'y intéresser. J'ai envie de leur dire non, les gars, restez de côté. Voilà, laissez-nous dans notre truc tranquille. Et non, voilà, moi, c'est parti de là, hein, c'est parti de l'époque avec Penny Hardaway qui était mon joueur préféré quand j'étais petit. Et toi, Fred, alors? Moi, c'est beaucoup plus simple. J'ai de la famille en fait en Floride. Bradenton, c'est à moins de 2 heures d'Orlando. Donc quand tu regardes la Floride, c'est au centre de la Floride, mais plutôt à l'ouest par rapport à Orlando, qui est vraiment très très central. Et moi, la première fois que je vais aux États-Unis, c'est en 1995, une saison particulière. Du coup, je m'intéressais pas encore au basket, mais tu avais quand même beaucoup de gens avec des maillots. Et ça commençait à parler de basket. Et ensuite, dès que je me suis intéressé au basket, le premier réflexe, c'est Orlando. En fait, quand je joue à NBA 2K, pas NBA 2K, à l'époque, c'était NBA Live. Je prends Orlando. Et j'ai une anecdote aussi, c'est que
alors c'était le NBA Live 2000 et je joue avec les Raptors par défaut et tu as ce joueur McGrady en fait et j'aime bien son nom de famille, tu vois, McGrady, je trouve que c'est stylé et la saison d'après je m'intéresse vraiment au basket et je tombe amoureux du basket lors du All-Star Game 2001 et je vois que McGrady joue au Magic et même s'il fait un mauvais match lors de ce All-Star Game, il marque 2 points et derrière c'était mon équipe en fait et ce joueur voilà je l'ai suivi et ça m'a fait vraiment mal quand il est parti à Houston et je me suis désintéressé d'Orlando pendant longtemps parce que même quand ils font la finale en 2009, j'ai toujours cet attachement parce que j'aimais bien aussi Jameer Nelson, mais je sais pas, j'étais moins à fond, je me sentais un peu trahi, tu vois, de perdre McGrady, mais vraiment, j'étais vraiment un gros fan de T-Mac et c'est un crève-cœur vraiment quand tu es fan d'une équipe et d'un joueur et que ce joueur part, enfin c'est dingue. Et du coup, bah, c'est revenu progressivement. J'ai toujours été attaché à cette équipe et je ne sais pas pourquoi. Quand Markel Fultz est revenu là, j'ai eu un regain d'énergie autour de cette équipe parce que après moi je suis très attaché plutôt aux arrières, enfin, forcément parce que c'est mon poste meneur arrière, c'est mes postes de jeu donc ouais quand Fultz est venu, je sais pas, j'ai eu un regain d'amour pour le Magic. Tu restes avec nous même quand il sera tradé, on est d'accord Ah bien sûr, j'ai même initié le trade donc c'est vrai. Ah ouais, mais bah, écoute, moi j'étais un énorme fan de T-Mac, donc je ne peux qu'être d'accord avec toi. Hein. Un de mes grands regrets, c'était de jamais avoir vraiment pu voir jouer T-Mac et Grant Hill, qui était peut-être un de mes joueurs préférés all-time de quand j'étais gamin. Voir ce que ce duo aurait pu faire à la NBA, sans même parler du trade, de la venue qui s'est jamais faite pour Tim Duncan. Merci Doc Rivers pour d'avoir découragé Tim Duncan de signer au Magic. Mais ouais, j'adorais ce joueur et sa progression entre son passage à Toronto et son arrivée à Orlando, elle était juste incroyable. Et T-Mac, alors c'est marrant parce que tu as le MOOC loser derrière toi, Fred, moi je l'ai aussi derrière moi, il y a un papier sur Tracy McGrady. C'est vraiment ce joueur-là, je vais pas dire qu'il fallait être là, mais si on jugeait les joueurs, pas tant sur leur parcours, leur résumé, mais sur le niveau pic en fait qu'ils ont pu atteindre, T-Mac pour moi c'est un joueur all-time incroyable. Bref, c'était une machine. J'ai retrouvé des vidéos de l'époque NBA Action, et notamment lors des playoffs de 2001, quand il joue contre les Bucks, et des prises à 3 sur T-Mac, et je crois que sur cette série, il est quasiment à 30 points. Quoi. Ils prennent quand même un match. Quoi. Ouais, c'est un fort joueur, et c'est un crève-cœur aussi, la défaite contre Détroit à 3-1. Moi, je m'y voyais déjà. Quoi. J'étais hyper content, hyper hypé, et derrière... la défaite. La première défaite 3-1 en menant 3-1 de Doc Rivers sur les 18 qu'il est derrière. C'est ça, mais c'est vrai que ce qui était dramatique pour cette équipe d'Orlando, c'est que quand tu regardes les grandes stars qu'ils ont pu avoir, Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, blessés malheureusement, handicapés par les blessures, Tracy McGrady et même Dwight Howard, de voir que ces joueurs-là ont joué dans cette équipe, que finalement, Dwight Howard, Shaq et Dwight ont été en finale, mais quand ils sont partis, il n'y a pas eu de retour sur investissement. Finalement, ça a été leur départ à chacun a été assez mal négocié au bout du compte. Ouais, c'est vraiment dramatique. Une petite question sur Dwight Howard quand même. On en a déjà parlé avec Shai, mais le fait qu'il ne figure pas parmi les top 75 joueurs de tous les temps, tel que ça a été... selon le classement de la NBA, est-ce que ça a évoqué quelque chose chez toi? Moi, j'étais pas très attaché à Dwight Howard, même si, en fait, c'était complètement fou ce qu'il a fait à Orlando. Son niveau défensif était franchement sans comparaison possible. À l'époque, c'était vraiment... Je me suis rematé les matchs du Magic des playoffs 2009, et notamment la série contre Cleveland, où il est incroyable. Ouais, je pense il aurait mérité d'être dans ce top 75, mais je pense que l'histoire elle s'est tellement mal finie avec Orlando, c'est lui qui initie son départ. Hein. Je me rappelle de cette interview où après tu as Stan Van Gundy qui vient. Lunaire. C'était le malaise très chelou. Et finalement, ouais, j'ai quand même gardé une mauvaise image de Dwight à cause de ça, alors que ce qu'il a fait à Orlando, c'est complètement fou. Et oui, forcément, ça joue. Hein. Enfin, comment tu peux ressentir les choses, que tu vois, tout cet aspect en fait qui est pas lié au basket, ça a une importance sur ces classements-là. Tu vois, ça a eu un impact, c'est sûr.
Mais C'est la clair parce que constance, limite, j'ai l'impression que s'il s'était blessé au genou, tu vois qu'il n'avait pas pu rejouer après sa période à Orlando, il aurait plus facilement pu être intégré dans les 75 qu'après être parti aux Lakers et compagnie, quoi. mais Et c'est tu vois, ça, même les fans, j'ai l'impression, ils lui en veulent parce que je vois pas beaucoup de maillots Dwight Howard, tu vois, alors que tu as plein d'autres maillots vintage, mais des maillots Dwight Howard, enfin, moi, en tout cas, j'en ai pas vu ouais, mais beaucoup. c'est parce qu'ils ont vécu enfin, de toute façon, la constante avec les stars du Magic, c'est qu'au bout d'un moment, ils veulent se barrer parce que pour aller aux Lakers ou dans des trucs plus flashy. Mais bon, ouais, Dwight, c'était quand même. Enfin, la période, elle était énorme. L'équipe en elle-même, j'adorais parce que bon, c'était une NBA différente, hein, mais les gens ont oublié, quoi, je pense, pour Dwight Howard. C'était le meilleur pivot de cette période-là dans la ligue. Alors peut-être que certains diront que c'était une période un peu intermédiaire, je sais pas, hein, mais moi j'ai quand même bien aimé. Puis il avait une personnalité. Alors sur la fin, sur sa deuxième partie de carrière, il était devenu un peu emmerdant, un peu clownesque, même en dehors des terrains avec des soucis, mais il avait une personnalité très rayonnante. Il était très, très bon client avec les médias, content d'être là. Il avait envie de faire le spectacle. Il faisait l'idiot lors des slam dunk contests avec les capes de Superman. Enfin, il y avait un truc qui, moi, me le rendait sympathique. Et puis une telle domination de ses qualités athlétiques, sa puissance. Enfin, c'était. Voilà. Donc je pense, moi perso, je trouve que c'est un scandale qu'il ne soit pas dans les 75, surtout au vu d'autres noms qui sont dedans. Mais tu as raison, il y a l'extra sportif qui joue aussi. Le fait que c'est pas un joueur très apprécié, même par ses pairs, hein. Je pense qu'on peut le dire, il n'est pas apprécié de tout le monde. Mais bon, dans mon livre, il est dans les 75, voilà. Très bien. Allez, pour finir un petit peu, est-ce qu'il y a une confrontation en particulier que vous attendez avec impatience, une équipe que vous avez hâte de voir affronter le Orlando? Moi, je ne sais pas s'il y a une équipe, en tout cas, il y a un mois de décembre qui peut être, enfin, pas fatal pour cette équipe, mais ça va être un gros test parce que l'équipe va jouer 2 fois les Celtics, va jouer les Bucks, va jouer le Heat, va jouer des grosses équipes de l'Est finalement. Et pour moi, ça va être un révélateur de la suite de la saison du Magic parce que là, c'est bien. Le Magic commence très bien. Là, ce mois de décembre, ça va taper un peu plus dans le dur parce qu'il y aura le le in-season tournament. Le Magic est bien placé pour l'instant pour faire les quarts de finale. Ça peut être un boost, hein, on ne sait pas. C'est peut-être une équipe de coupe. Moi, je vois bien le Magic comme une équipe de coupe et ça rend du coup la compétition sympa. Moi, je ne sais pas s'il y a une équipe. Après, du coup, c'est pas forcément lié au Magic, mais vu que le Magic, c'est une des équipes que je préfère regarder cette saison, une autre équipe très divertissante, type Indiana, les équipes de l'Est comme ça, OKC à l'Ouest, voilà, moi j'ai envie de les voir contre ces équipes-là parce que ça donne ou des oppositions de style, un peu aussi une équipe très, comme Indiana, voilà, très forte offensivement. Qu'est-ce qu'elle fait contre la défense du Magic, tout ça, voilà, c'est ce qui m'intéresse. Mais globalement, franchement, tous les matchs du Magic sont cool cette année. C'est pour ça qu'on dit que c'est le bon moment pour monter dans le wagon parce que vous pourrez dire, voilà, je vous l'avais dit, c'est vraiment le bon moment, je pense. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer un groupe de fans du Magic que j'ai rejoint la semaine dernière. Je savais pas. On n'est pas 3, en France, on est nombreux. Donc je salue tous les gars de ce groupe et tous les fans du Magic en France parce que ouais, voilà, on va se montrer maintenant. On n'a plus peur. Parfait. Écoutez, si vous voulez en savoir plus sur Orlando tout au long de la saison, je vous engage à suivre le blog de Fred. Donc c'est Orlando et Magic. Ouais, sur Substack, c'est un site, ouais, je le précise parce que je ne sais pas si ça ressort vraiment bien. C'est un site Substack où tu crées des blogs et du coup, c'est orlandoetmagic.substack.com. Voilà, et on vous mettra le lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer. Pardon. Il y a aussi la chaîne Better Athlete sur YouTube dont tu t'occupes et dans lesquelles, alors là c'est plus, tu me dis si je me trompe, mais voilà des vidéos dédiées aux basketteurs qui veulent progresser, de la technique. Tu peux peut-être nous en dire 2 mots d'ailleurs de ta chaîne. Ouais, de base, j'ai créé cette chaîne, tu te souviens forcément, parce que moi j'ai connu Basket Session au tout début avec des tutos sur de la préparation physique, même sur de la technique. Et finalement, moi j'ai voulu retranscrire ça en vidéo sur YouTube à une époque où il n'y avait pas énormément d'acteurs qui faisaient ça sur le YouTube français. Donc j'ai lancé des tutos en fait sur le tir, sur plein de choses, sur plein de domaines. Et au fur et à mesure, je me suis lancé aussi sur de l'analyse tactique, sur un peu tout en fait. Le but c'est de parler de la performance dans le basketball, mais ouais, plus dédié aux joueurs pour le coup, pour aider à la progression. Parce que moi je me souviens quand j'ai commencé le basket, j'ai commencé assez tard, 13-14 ans, et j'avais aucune notion. Et le basket c'est un sport qui se joue par habitude.
Et quand tu prends des mauvaises habitudes au tir, c'est un truc qui va rester. Donc moi, j'avais un shoot catastrophique quand j'ai commencé. Et grâce à des exercices, grâce à la répétition, à de la curiosité aussi, j'ai pu améliorer mon tir. Mais si je peux aider des débutants à justement avoir les bonnes bases avant de commencer le basket, parce que un basket de club, c'est aussi sélectif. Hein. C'est aussi les meilleurs qui seront pris. Donc, l'idée, c'était ça derrière Better Athlete. Et maintenant que ça a évolué, d'aller encore plus loin sur d'autres domaines de la performance et notamment la compréhension du jeu. Ben là aussi, on vous mettra les liens dans la description de ce podcast. N'hésitez pas à les cliquer. Fred, merci encore d'avoir été avec nous pour de nous avoir partagé tes lumières sur Orlando. On te souhaite plein de bonnes choses pour la saison. Et puis Fred, c'est pas juste un spécialiste d'Orlando. On sera ravis de t'accueillir à nouveau pour parler de sujets plus larges, parler de basket ensemble. Shai, on se retrouve demain matin pour le CQFR. Avant qu'on se quitte, je voulais simplement en profiter pour vous mentionner la sortie de ce livre vraiment top des copains de Basket Rétro. C'est une véritable encyclopédie de l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques, année par année. Alors on parle vraiment... Ça revient en détail sur ce qui s'est passé à chaque année par année, Olympiade par Olympiade, je devrais dire, pardon. Les garçons, les filles, les Français, les étrangers, vraiment tout est traité dans ce livre que vous pouvez voir qui est assez costaud. Je ne sais pas si vous nous suivez sur YouTube, vous pouvez voir le livre. C'est un très très bel objet avec une cover signée Petite KO que vous connaissez bien si vous connaissez Rivers. Voilà, c'est sorti donc aux éditions, ID Édition. Images et découvertes, l'histoire du basketball aux Jeux Olympiques. Là aussi, on vous met le lien dans la description. N'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, Fred, on se dit à très vite du coup. Ouais, et encore merci pour l'invitation. C'était super sympa. Avec plaisir. Fred, Shai, on se retrouve demain matin avec Antoine. Si vous avez un petit peu de temps, allez jeter un coup d'œil sur Basket Session, soit pour choper le MOOC Loser tant qu'il en reste, soit pour précommander, vous reste quelques heures encore, le livre Une saison en enfer. Et nous, on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.